un quatrième angle d'attaque qu'on va traiter maintenant avec Étienne Gaujour. Donc, Étienne, vous êtes écologue. Donc là, on n'est plus avec un agronome, on est avec un écologue qui est donc enseignant-chercheur à AgroSup Dijon en écologie des agrosystèmes. Donc vous êtes un écologue qui vous intéresse à l'agriculture. Vous avez travaillé sur les déterminants de la diversité végétale dans les parcelles et les bordures des parcelles. Les écologues aiment bien les bordures. Et puis vous êtes intéressé à l'évaluation des impacts des systèmes de culture, donc de l'agriculture, sur les pollinisateurs, donc sur les abeilles et autres pollinisateurs. Actuellement, vous travaillez sur un programme de recherche en agriculture biologique. Tiens, finalement, on a assez peu parlé d'agriculture biologique aujourd'hui, c'est peut-être le moment d'en dire deux mots. Et dans ce programme, vous essayez d'évaluer comment les connaissances qui ont été produites sur une ferme expérimentale, celle de Mirecourt, peut-être celle dont Marc parlait tout à l'heure, je pense, comment ces connaissances elles peuvent être mobilisées par des agriculteurs dans une démarche d'apprentissage, d'innovation sur leurs propres exploitations. Vous avez été un des contributeurs d'un livre qui s'appelle Les bases de l'agriculture, qui est un ouvrage d'agronomie à destination des élèves de l'enseignement agricole, donc vous, et qui a été coordonné par Philippe Prévost. Voilà, donc vous avez un intérêt pour la formation et comment finalement l'acquisition des connaissances est un volet très important quand on va parler d'agroécologie. Alors, la thématique donc, que vous allez traiter maintenant, c'est l'agroécologie comme moyen de préserver les ressources naturelles. Et donc, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'agroécologie permet d'aller vers une agriculture plus durable d'un point de vue environnemental? Voilà. Ben, je vous laisse la parole pour une demi-heure. C'est bon? Oui. Donc merci beaucoup Olivier. Alors effectivement, j'ai participé à l'ouvrage. Alors c'est pas les bases de l'agronomie, celui-là est sorti. J'ai participé à un ouvrage qui va sortir et qui est effectivement destiné aux étudiants de lycée agricole et de BTS sur l'agronomie et puis essayer d'intégrer l'agroécologie dans la conception de systèmes de culture. Alors, donc cette demi-heure pour parler de ressources naturelles. Alors ça a déjà été fait, donc vous verrez que certaines ressources, je vais essayer de passer relativement vite, peut-être revenir sur quelques points. Et puis, en premier lieu, voir d'abord ce qu'on appelle une ressource. Et finalement, une ressource, ça se définit comme étant un matériel, un objet que l'on va utiliser, que l'on va mobiliser pour produire quelque chose, pour obtenir un produit. Ça peut être un produit alimentaire, mais finalement pour produire une tâche, pour accomplir une tâche, une action sur un système. Et ce qui veut dire que à partir du moment où cette ressource, si on s'interdit, ce matériel, si on s'interdit de l'utiliser, il va perdre ce caractère de ressource. Donc je conçois l'agroécologie comme étant une façon de limiter potentiellement l'utilisation de ces ressources ou bien favoriser une utilisation durable de ces ressources qui permettent aux générations futures de pouvoir elles aussi utiliser ces ressources dans un but de production d'alimentation humaine, puisque ça reste quand même la priorité, même si ça a été dit ce matin, ce n'est pas le seul but de l'agriculture, hein, mais ça reste quand même l'objectif premier de l'agriculture et donc de l'agroécologie, de produire cette alimentation humaine. Alors, je vais vous présenter un certain nombre de méthodes, de techniques qui permettent d'aller vers cette préservation de ressources naturelles. Alors, très rapidement, les ressources naturelles que je vais aborder, c'est bien sûr l'énergie, qu'elle soit renouvelable ou non renouvelable. C'est évidemment la ressource qu'est l'air. Même s'il y a une quantité d'air qui est très importante, il y a aussi la qualité, et Marc l'a très bien développé à l'instant dans la conférence précédente. J'y reviendrai sur quelques points particuliers. Une autre ressource importante, c'est l'eau. Marc l'a évoqué, j'y reviendrai aussi, c'est bien ce qui permet la vie. Et la production agricole, c'est bien de la matière organique qui est issue d'un milieu vivant, qui est ancré sur le sol et qui veut utiliser notamment le dioxyde de carbone pour produire de la biomasse que l'on va consommer par la suite. Et puis j'insisterai davantage sur deux ressources qui me paraissent aussi essentielles, le sol.
ce n'est pas seulement un milieu, ce n'est pas seulement un support de production, mais c'est aussi un milieu vivant sur lequel l'agronomie peut jouer, et l'agroécologie va cibler un certain nombre de choses sur l'activité de ce sol. Et puis, enfin, je traiterai le cas de la biodiversité, en particulier le lien qu'il y a entre cette biodiversité et cette agriculture. On a parlé plusieurs fois de mauvaises herbes et d'adventices. Ces adventices, ces mauvaises herbes, font partie de la biodiversité. Elles ont longtemps été pointées du doigt comme étant quelque chose de négatif, quelque chose qui venait amputer le rendement des cultures et donc, in fine, potentiellement le revenu de l'agriculteur. Mais on sait aussi que cette biodiversité, elle peut assurer des services à l'agriculture sous plein de formes différentes, et j'essaierai de les tracer. Alors, je commence par les énergies, et je vous ai dit, je passerai assez vite. Ces énergies fossiles, l'idée, c'est de limiter leur utilisation, essayer de faire en sorte que les ressources qui sont limitées, on les utilise avec parcimonie. Et pour reprendre ce que disait Marc, c'est essayer de limiter notamment l'utilisation des intrants de synthèse tels que les engrais qui vont être très consommateurs de gaz naturel pour leur conception, pour leur construction. Ça va être aussi limiter au maximum l'utilisation des produits phytosanitaires qui vont, eux, utiliser toute la pétrochimie, donc utiliser ce pétrole qui est une ressource limitée. Et je mettais comme exemple, vous voyez ici un tracteur qui est en train de biner une parcelle de céréales, c'est de se dire qu'on peut peut-être substituer un herbicide par du binage. Et là, vous allez me dire, mais quelle est la consommation de fuel de ce binage-là ? Effectivement, est-ce qu'on consomme plus de fuel à biner une parcelle qu'en mettant des herbicides ? Je n'ai pas la valeur en tête, mais ce que je sais, c'est que l'herbicide va impacter certes les herbes que l'on va viser, mais il va aussi impacter des espèces végétales qui sont assez peu gênantes dans la parcelle, donc va éroder la biodiversité. Et ce que je sais également, c'est que le binage, il n'a pas qu'un rôle de destruction d'une partie des mauvaises herbes ou de ses adventices, mais il a aussi d'autres actions agronomiques sur la vie du sol, sur le réchauffement de ce sol et la relance de l'activité végétative au printemps. La consommation de fuel, elle doit être aussi limitée dans les agrosystèmes et par les agriculteurs. Et je cite quelques exemples. On a parlé ce matin de l'enherbement dans la vigne. Cet enherbement, s'il est bien conduit, avec des choix d'espèces particulières, d'espèces végétales particulières, et c'est le cas de l'orge d'aira, une petite orge, une espèce sauvage, qui a la particularité de mourir à une période au début de l'été, ou au mois de juin, juillet, suivant les sites, et du coup, elle va former un mulch, c'est-à-dire un tapis de végétation morte à la surface du sol. Ce tapis de végétation, ce mulch, va empêcher les mauvaises herbes de pousser, va retenir l'humidité du sol, et surtout ne va pas concurrencer évidemment la vigne sur la ressource en eau, puisque cette végétation est morte, et la vigne va pouvoir profiter de l'ensemble de l'eau disponible dans le sol et ne plus être concurrencée par les adventices qui pourraient se développer. On peut aussi imaginer, durant les périodes d'interculture, entre la récolte d'une culture donnée et le semis de la suivante, éviter de laisser le sol nu, comme l'a dit Marc, pour toutes les raisons qu'il a évoquées. On peut implanter un couvert végétal et puis, suite à ce couvert, réimplanter la culture suivante. Sauf que souvent, ces couverts végétaux nécessitent une consommation de fuel, une pratique agricole pour leur destruction. On peut très bien imaginer d'utiliser des espèces qui vont être gélives. C'est l'exemple que vous avez ici, avec le sarrasin, qui, en dessous de -2, -3 degrés, va être une espèce qui va geler. Alors effectivement, encore une fois, ce n'est pas une recette de cuisine qui fonctionne partout, mais c'est quelque chose qui va fonctionner très bien, par exemple sur l'exploitation de Mirecourt dans les Vosges, où en règle générale, comme l'a dit Marc, c'est un petit peu moins vrai cette année, on a bien des hivers où on a des périodes à -5, -10 pendant plusieurs jours et qui vont permettre de détruire naturellement ces espèces-là. Et puis, vous avez toutes les techniques culturales simplifiées ou les techniques sans labour, telles que la question a été posée tout à l'heure aussi. Est-ce qu'il faut un labour tous les 5 ans, un labour tous les 3 ans, pas de labour du tout? Là encore, Marc l'a expliqué, ce n'est pas une recette de cuisine. Le labour est une pratique qui est consommatrice de fuel, certes, mais c'est aussi une pratique qui va permettre de gérer un problème d'adventice à un instant donné. Donc, potentiellement, ne pas s'interdire totalement le labour,
peut-être le minimiser pour des raisons d'activité biologique des sols, mais aussi de consommation de fioul. Et puis on peut se poser la question de substitution de ces énergies fossiles non renouvelables par des énergies qui le seraient davantage. Je cite notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie hydraulique. Si je reprends un exemple dans les Vosges, où il y avait, il n'y a encore pas si longtemps, beaucoup d'industries textiles, ces industries textiles étaient localisées le long des cours d'eau et tous les kilomètres, il y avait une énorme dynamo qui fonctionnait et qui utilisait cette énergie hydraulique pour fabriquer de l'électricité pour l'industrie. Et puis, on a cité tout à l'heure la production de biomasse avec une destination énergétique. C'est des choses qu'on voit se développer en agriculture. Ça permet effectivement de limiter la consommation d'énergie fossile. Et puis, le revers de la médaille, c'est que ça utilise des surfaces pour une production qui n'est pas alimentaire. Donc, encore une fois, il n'y a pas de scénario tout blanc ou tout noir, à mon avis, dans l'agriculture. Voyons maintenant la deuxième ressource qu'est l'air. Donc une ressource qui est renouvelable, une ressource dont la qualité doit être préservée. Alors, je parle de la qualité olfactive, c'est un petit clin d'œil, mais qui a aussi son importance puisque l'agroécologie a une dimension sociale qui est importante. Et comment est-ce qu'un agriculteur s'intègre socialement dans une commune lorsqu'il a du lisier en grande quantité à épandre, notamment dans des parcelles qui sont autour d'habitations ou de lotissements. Donc il y a des moyens qui permettent de gérer des effluents ou de produire au moins des effluents qui ont des impacts olfactifs moindres pour les sociétés avoisinantes. Donc c'est le cas par exemple de la limitation du lisier et plutôt produire du fumier sur des aires accumulées et potentiellement transformer ce fumier en le compostant et ça va donner un produit fertilisant. On le disait tout à l'heure, Marc disait à une certaine période on parlait de la merde, pardon pour le gros mot. Ensuite, on a parlé d'effluents d'élevage, puis on a parlé de fertilisants organiques. Vous voyez que la syntaxe et la vision qu'on a du produit évolue aussi au cours des décennies. Et puis le point que Marc a très bien abordé, c'est donc les émissions de gaz à effet de serre. Je citais deux exemples avec les ruminants et l'effet sur leur consommation. Effectivement, les ruminants sont souvent pointés du doigt comme rejetant ce méthane et qui du coup concourt à ce réchauffement climatique ou au moins au changement climatique avec bien sûr des différences entre des animaux qui vont aller pâturer des prairies, c'est-à-dire de l'herbe qui a directement accumulé du CO2 quelques heures auparavant, et puis des animaux qui eux vont consommer essentiellement des concentrés alimentaires qui ont été véhiculés et transportés tout autour de la planète, et puis tout ce qui est travail du sol qui a un impact, mais là encore, où les recettes de cuisine pour dire ce sont telles pratiques qu'il faut mettre en œuvre pour éviter ce réchauffement climatique et ce dégagement de gaz à effet de serre, finalement, ces recettes, elles n'existent pas. La science avance, on trouve de nouvelles choses, mais avec parfois des contradictions suivant les milieux. Donc on y reviendra, mais cette adéquation entre la pratique qui est mise en œuvre et puis le milieu sur lequel on le met en œuvre est vraiment quelque chose de fondamental en agroécologie. Et peut-être un autre clin d'œil pour ne pas taper trop sur le dos des éleveurs par rapport à ces ruminants, c'est de se dire qu'il y a un certain nombre de milieux semi-naturels, tels que les prairies, tels que les alpages, tels que des parcelles très en pente, qui ne peuvent être aujourd'hui valorisées que par l'élevage. Et que c'est un moyen, peut-être légèrement polluant, mais qui permet de valoriser ces milieux et de produire une alimentation humaine. Alors, une ressource essentielle, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est l'eau. L'eau qui permet la vie aussi, que ce soit les végétaux ou les animaux ou nous. Il nous serait impossible de nous développer sans eau. Donc il s'agit bien sûr de regarder sa qualité et de faire en sorte de la dégrader le moins possible, et puis d'en utiliser aussi pour l'agriculture le moins possible. Et vous voyez, limiter son usage comme intrant au sens d'irrigation. Donc réfléchir vraiment au système d'irrigation qui peut être mis en place en agriculture de manière à optimiser ou à rendre cette irrigation la plus efficiente possible en arrosant aux périodes les plus optimales où la plante va être en capacité de capter cette eau le plus facilement possible et éviter
d'arroser par exemple toute la journée sur une journée ensoleillée où vous aurez une évaporation qui va être énorme et donc toute cette eau-là qui sera perdue. Et puis, ça peut être aussi réfléchir aux conditions climatiques du milieu sur lequel on se trouve et se dire, finalement, si j'ai besoin d'irriguer, ça veut dire que le climat ne me délivre pas suffisamment d'eau au moment où la plante en a le plus besoin. Et du coup, dans quelle mesure cette plante est adaptée au sol et au territoire sur lequel je la cultive. Je prendrai l'exemple du maïs. Le maïs qui va avoir énormément besoin d'eau sur la période estivale, juin-juillet, et qui est une culture irriguée, très souvent, est-il légitime, sous le chapeau de l'agroécologie, encore une fois, de produire ce maïs dans des territoires où la pluviométrie peut être très abondante à l'échelle de l'année, mais dont la répartition est très limitée en été, et donc sur les périodes où le maïs en a le plus besoin. Peut-être que l'agroécologie veut pousser aussi à réfléchir à quelle plante on implante à quel endroit. En ce qui concerne la qualité de l'eau, c'est aussi quelque chose d'important en termes de potabilité pour les populations humaines. Et l'agriculture, Marc l'a évoqué, il y a un enjeu très fort et un rôle important de cette agriculture sur les différentes pollutions qui sont mises en évidence très régulièrement, hein, et Marc l'a très bien dit. J'allais dire, j'ai entendu un agriculteur de Haute-Marne qui disait une fois, on est agriculteur, on produit de la viande, on produit des céréales, on produit des protéines, mais on est aussi producteur d'eau. Et la moindre des choses, c'est de faire en sorte que l'eau que l'on restitue au milieu soit au moins aussi propre que l'eau qu'on a reçue sur nos parcelles. C'est un agriculteur bio, c'est même un ancien de l'INRA de Mirecourt. Mais je trouvais cette image assez jolie de se dire que peut-être que l'agriculture, au travers des couverts végétaux qui sont mis en place, peut aussi participer à l'amélioration de la qualité de l'eau, voilà, par le rôle de filtration par les plantes ou des éléments comme ça. Donc, essayez d'abord de limiter les pollutions, les pertes par lessivage. Donc, ça passe par limiter les intrants de synthèse tels que les produits phytosanitaires et les engrais azotés que l'on retrouve très régulièrement dans les eaux. Et puis aussi regarder ce qui concerne les sites d'abreuvement des animaux, où on voit de plus en plus d'éleveurs qui vont aller clôturer une portion des cours d'eau de manière à limiter le déplacement des animaux et donc le fait que les animaux aillent déféquer dans ces ruisseaux et les polluer. Donc on voit de plus en plus de choses qui vont dans ce sens-là, dans la limitation des pollutions par les animaux sur la ressource qu'est l'eau. Autre ressource naturelle très importante, c'est le sol. Encore une fois, le sol n'est pas juste un support, c'est vraiment quelque chose d'essentiel en agriculture. Et ça a été très bien montré. Marc disait que 2016 était l'année des légumineuses. Effectivement, 2015 était l'année des sols, était l'année internationale des sols. Qui a montré deux choses, c'est l'importance de ce sol en agriculture et de sa fertilité, mais cette année a montré aussi, avec les différents congrès et conférences qu'il y a pu y avoir, que le sol était encore une énorme boîte noire que l'on connaissait très très mal en termes de fonctionnement, en termes de biologie. Et il y a énormément de moyens qui sont investis pour mieux connaître ce sol, pour mieux connaître son fonctionnement et le lien qu'il y a entre l'agriculture, les pratiques agricoles qui sont mises en œuvre et puis les conséquences qu'elles ont sur ce fonctionnement du sol. Ce sol, j'en parlerai au travers de sa fertilité que je qualifie de multifactorielle, c'est-à-dire que vous avez la physique du sol qui va jouer sur sa fertilité, vous avez sa chimie et vous avez l'ensemble de la biologie de ce sol-là. Je vous mets juste une photo voilà, c'est une photo d'Islande où vous avez un sol qui est nu, quasiment au premier plan. Voilà, vous avez quelques cailloux, derrière on voit de la végétation, vous avez les glaciers. Et ici, vous avez de l'eau. Donc le sol, il est nu, pas parce qu'il n'y a pas d'eau, mais simplement parce qu'il est très érosif et que la végétation n'arrive pas à s'implanter sur ce sol-là. Vous avez des éruptions volcaniques très, très fréquentes qui font que la végétation qui parvient timidement à se développer va être recouverte au bout d'un an ou deux ou trois par des cendres. Et du coup, on remet le système quasiment à l'état initial et il faut reconcevoir, revenir à une succession végétale telle qu'on l'appelle en écologie.
Alors, du coup, cette fertilité du sol, elle passe aussi surtout par sa stabilité structurale. C'est-à-dire que l'objectif de l'agroécologie, ça va être de voir comment les pratiques agricoles peuvent limiter l'érosion de ce sol. Parce que s'il y a une érosion, qu'elle soit éolienne ou liée au ruissellement par l'eau, tout le sol qui va partir aussi avec sa fertilité, avec ses éléments minéraux fertilisants. Donc il s'agit de déposer un certain... voilà, de faire en sorte que cette érosion n'ait pas lieu. Et une des pratiques que l'on a vues ce matin, dont je viens de parler, c'est l'enherbement. On peut très bien enherber des sols viticoles pour éviter d'avoir des ravines, pour éviter d'avoir ce ruissellement qui va emporter le sol. Je viens de Dijon, donc il y a la côte de Bourgogne, les grands vins de Bourgogne qui sont à côté, un vignoble qui est classé depuis l'année dernière au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais qui est sujet au ruissellement et à l'érosion. Et il y a des viticulteurs qui, tous les 3 ans, récupèrent le sol en bas des parcelles et le remontent mécaniquement en haut des parcelles. Donc il existe des moyens qui sont coûteux, Marc l'a dit, puisqu'il faut enherber, il faut semer, il faut emblaver ces interrants et il faut les gérer. Donc ça peut effectivement coûter en énergie et puis en argent, puisqu'il faut acheter ces semences-là. Mais on peut imaginer que ces plantes de couvert permettent de limiter l'érosion. Limiter la compaction, effectivement, puisque plus un sol va être compacté et moins les fluides vont circuler, c'est-à-dire l'air, mais aussi la solution du sol dans lesquelles circulent les éléments minéraux. Et cette compaction, elle peut être limitée par l'implantation de certaines espèces, notamment des espèces végétales qui vont avoir un appareil racinaire pivotant. Ça va être le cas de la luzerne, ça va être le cas du radis chinois, par exemple. Voilà, ces plantes qui vont arriver à se développer, à enfoncer leur pivot dans les horizons profonds du sol. Et lorsque cette plante va mourir, la racine va laisser finalement un tuyau, une sorte de tuyau par lequel l'ensemble des fluides, que ce soit l'air ou la solution du sol, vont pouvoir circuler, voire même permettre le développement de racines de la culture suivante. Et puis, limiter la compaction, ça passe aussi par la vie biologique des sols, par les lombriques qui sont bien connus pour améliorer la porosité de ces sols. Et puis, un point important, c'est la dynamique de la matière organique au sein de ces sols. Comment est-ce qu'on gère l'apport de matière organique dans les sols ? Le sol est vivant. Cette vie, il faut lui donner à manger, il faut l'alimenter. Un moyen de l'alimenter, c'est de lui donner de la matière organique. Donc essayer d'enrichir les sols en matière organique, ça va pour la biologie du sol et ça va en plus pour limiter, pour augmenter le stockage du carbone, ce carbone qui est responsable de l'effet de serre en particulier. Donc les apports, j'ai mis une photo d'un apport de fumure, de fumier, donc de matière organique issue des effluents d'élevage, mais on peut très bien imaginer des apports qui sont liés simplement à de la biomasse, c'est-à-dire que le coût pour l'agriculteur n'est que d'aller semer des espèces végétales sur la parcelle, et j'allais dire la nature s'occupe du reste, la plante se développe, capte du CO2 dans l'air et fabrique de la biomasse. Et cette biomasse peut être détruite, j'ai cité le cas des espèces gélifs tout à l'heure, peut être détruite et incorporée au sol pour améliorer sa teneur en matière organique. Et tout ça, un certain nombre de pratiques vont aussi permettre de jouer sur la décomposition de cette matière organique. Puisque sans cette décomposition, sans cette minéralisation de la matière organique, on ne retrouve pas les éléments minéraux qui vont être indispensables à la culture suivante. Et j'en viens à la dernière ressource qui me paraît importante de développer et qu'on voit développer de plus en plus dans les travaux de recherche, c'est le cas de la biodiversité. On en a parlé plein de fois. On a parlé de biodiversité sauvage avec les espèces adventices. On a parlé de biodiversité cultivée avec l'ensemble des variétés de riz qui sont cultivées dans les exemples que montrait François Léger tout à l'heure. Finalement, cette biodiversité, c'est un concept très large qui va d'une diversité génétique à une diversité à l'échelle des paysages, en passant par la diversité des espèces. Et c'est essentiellement sur cette diversité des espèces que je vais m'attarder aujourd'hui avec vous, en parlant des services que peut rendre cette biodiversité. Ces services, vous entendrez sans doute parler, vous avez déjà entendu parler des services écosystémiques, ce sont ceux-là, ce sont les services que rendent les plantes au bien-être des sociétés. Et
c'est quelque chose qu'on savait depuis très longtemps, mais au début des années 2000, il y a un groupe de travail qui a été commandité par l'ONU et qui s'appelle donc l'évaluation des écosystèmes pour le Millennium ou le Millennium Ecosystem Assessment. Vous aviez 1300 ou 1400 experts venus de 50 pays différents qui ont travaillé sur la définition et la détermination des services que pouvait rendre la biodiversité au bien-être des sociétés. Ils ont défini 4 grands groupes de services, les services de support. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les cycles biogéochimiques, cycle de l'azote, cycle de l'eau, cycle du carbone. Des services patrimoniaux. On a tous, souvent dans nos régions, des espèces qui nous semblent patrimoniales, des espèces dans lesquelles on arrive à se reconnaître, l'ornithorynque par exemple pour les Australiens, ou d'autres espèces qui peuvent être notamment endémiques, c'est-à-dire propres à une région donnée. Les 2 groupes de services qui me paraissent les plus importants liés à l'agroécologie, ce sont les services de régulation et les services de production. Les services de régulation, ce sont tous les services qui vont permettre de participer à la régulation du climat, à la régulation du ruissellement, à la régulation de l'érosion des sols, à la régulation de la fertilité des sols, etc., etc. Tout ce qui peut être régulé dans les processus écologiques qui ont lieu dans les agrosystèmes. Et puis, bien sûr, les services de production. Encore une fois, l'agroécologie est bien là pour permettre une agriculture qui produise de l'alimentation humaine. Et souvent, ces services peuvent être perçus comme des substituants à des intrants de synthèse. On va, par exemple, pouvoir limiter l'apport de molluscides ou d'antilimaces par un service de prédation, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver dans la nature quelles sont les espèces qui vont pouvoir venir prédater les œufs de limaces ou consommer des graines d'adventice. C'est le cas d'arthropodes, de petits arthropodes comme les scarabées, ce qu'on appelle les carabes ou les carabidés, qui ont cette fonction et qui assurent ce service dans les agrosystèmes. Et puis, peut-être de façon un petit peu plus lointaine, se dire que cette biodiversité qui est naturellement présente dans les parcelles peut peut-être être un outil à mobiliser pour reconcevoir des systèmes agricoles et ne pas faire comme si cette biodiversité n'existait pas, qu'elle soit bénéfique ou néfaste pour l'agriculture, se dire qu'elle existe et qu'il faut que je conçoive mon système à partir de l'ensemble de cette biodiversité présente sur mon milieu. Alors, je citerai 3 services importants que la biodiversité rend à l'agriculture. Il y a le service de pollinisation, et en particulier la pollinisation que l'on appelle entomogame, c'est-à-dire toutes les espèces qui nécessitent la présence de pollinisateurs comme les abeilles. Bref, tous les insectes qui ont cette capacité à polliniser les plantes. Alors, juste en termes de chiffres, on observe dans le monde à peu près entre 60 et 70% des espèces qui nécessitent la présence des insectes pour être pollinisées et donc pour aller jusqu'à la production de fruits, puisqu'on n'a pas de fruits sans pollinisation. Chiffre qui est totalement différent lorsqu'on s'intéresse au tonnage, c'est-à-dire à la production en termes de quintaux produits, puisque là, on est seulement à 34% des tonnages d'aliments qui nécessitent la pollinisation par les insectes, puisque si on prend le cas des céréales, la très grande majorité des céréales ne nécessitent pas les insectes pour être pollinisées. Par contre, il y a une partie de l'agriculture qui nécessite énormément d'insectes, c'est bien sûr l'arboriculture et le maraîchage. Donc cette pollinisation, elle est assurée par une très large partie de la biodiversité. Tous les insectes, en général, ont cette faculté, enfin une grande partie des insectes ont cette faculté d'aider les plantes à se polliniser. Et on observe même que plus la diversité de pollinisateurs est importante, plus la diversité en insectes est importante dans un lieu, et plus la pollinisation va être efficace. Puisque, en fonction de la forme des fleurs, même si on est sur la même plante, toutes les fleurs n'auront pas exactement la même forme, eh bien, la pollinisation sera d'autant plus efficace que l'insecte qui va venir butiner sur cette fleur-là aura une morphologie adaptée à la pollinisation de cette plante-là, de cette fleur-là. Le deuxième service, c'est le service de prédation. J'en ai dit quelques mots. Ce service de prédation, on va parler d'auxiliaires de culture, c'est-à-dire ces organismes qui vont aller parasiter, qui vont aller prédater des ravageurs des cultures. Donc, je vous ai cité le cas des carabes, qui sont effectivement de très bons auxiliaires des cultures et qui permettent d'aller consommer à la fois des graines d'adventice. Ce sont toutes ces graines-là qui ne donneront pas des adventices, qui viendront concurrencer la culture en place. Mais ce sont aussi de grands consommateurs
de limaces, et notamment au niveau des œufs et des larves de limaces. Donc tous ces ravageurs, limaces et adventices, qui ne viendront pas amputer le rendement de la parcelle. Et puis on voit aussi fleurir dans les campagnes un certain nombre de poteaux, de piquets qui sont plantés dans le coin des parcelles et qui permettent aux rapaces de se percher, de prospecter sur la zone qu'il y a aux alentours et d'aller prédater un certain nombre de ravageurs tels que les campagnols que l'on voit se développer dans certaines parcelles. Dernier service que j'aborderai en lien avec la biodiversité, c'est d'arriver à gérer la compétition et de la gérer dans le bon sens. Je vous ai dit, une adventice va concurrencer la culture qui va être en place. Sauf qu'on peut arriver à utiliser ce processus écologique au bénéfice de l'agriculture en choisissant des variétés ou des espèces qui vont couvrir le sol très rapidement et empêcher le développement de ces adventices. Ça va être aussi le cas des couverts végétaux qu'on va implanter en période d'interculture, qui vont se développer très vite, que l'on aura choisi, et en se développant très vite, là encore, vont empêcher la germination et le développement d'un grand nombre d'adventices. On peut aussi envisager le mélange d'espèces ou de variétés qui vont concourir à couvrir le sol et à limiter l'accès à la lumière pour ces mauvaises herbes. Alors, l'autre point sur la biodiversité, qu'elle soit finalement sauvage ou cultivée, c'est de se dire que plus on va être diversifié et moins on sera sensible aux différents aléas que l'agriculture peut subir. Je crois que c'est Marc qui en parlait. Au sujet du climat, on voit bien que les aléas climatiques sont de plus en plus nombreux, de plus en plus fréquents, j'allais dire de plus en plus imprévisibles, mais par définition, puisque c'est un aléa. Et ce qu'on observe, c'est que plus on sera diversifié, et finalement, moins on sera sensible à ces aléas-là. J'allais dire, c'est l'expression de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, dans le sens où si vous mettez dans votre parcelle une diversité génétique importante, c'est-à-dire des variétés différentes, vous cultivez du blé, vous mettez 5 variétés de blé dans la parcelle, il y a de fortes chances que toutes les variétés n'aient pas la même sensibilité aux différentes maladies qui vont pouvoir s'abattre sur la parcelle. Si vous mettez une variété pure et qu'elle est sensible à la maladie, c'est l'ensemble de votre parcelle qui sera peut-être pas réduite à néant, mais c'est l'ensemble du rendement qui sera réduit. Si vous mélangez les variétés, alors il y aura seulement 1 ou 2 variétés qui seront plus sensibles et qui seront plus impactées. Les autres continueront à vous produire le rendement que vous attendiez. On a cette diversification à l'échelle génétique, mais on peut l'apercevoir aussi à l'échelle du système de culture, à l'échelle de la succession culturelle, c'est-à-dire peut-être ne pas se limiter à 3 cultures dans la rotation, mais aller jusqu'à 10, à 15 ou à 20, peut-être un phénomène, je ne vais pas dire de culture illimitée, mais faire en sorte d'avoir un assolement le plus diversifié possible, en se disant que toutes les espèces qui seront implantées ne seront pas impactées par le même aléa climatique. Une diversification aussi qui peut se faire à l'échelle des paysages. Et je prendrai un exemple, c'est le cas de la gestion des campagnols terrestres qui détruisent les prairies dans les Vosges, qui détruisent les prairies de Franche-Comté. Ces vaches qui nous donnent le Comté, le Morbier et le Mont d'Or voient leurs prairies détruire par les campagnols terrestres. C'est le cas également dans le Massif central, c'est le cas dans le Charolais. Et ce qu'on voit, c'est que les populations de campagnols, les populations de campagnols les plus abondantes sont dans des territoires qui sont très peu diversifiés en termes d'infrastructures agroécologiques, notamment en termes de bosquets et en termes de haies, puisque ces bosquets avaient un avantage, c'est qu'ils étaient le refuge d'un grand nombre de prédateurs contre les campagnols. Vous enlevez ces habitats, vous homogénéisez le territoire en enlevant les haies, en enlevant les bosquets. Du coup, il n'y a plus ces habitats pour les prédateurs des campagnols ne sont pas là, les campagnols pullulent et impactent grandement la qualité de l'agriculture qui en met en place. Et donc cette diversification, elle a un avantage. En rendant les exploitations moins sensibles aux aléas, elle améliore ce qu'on appelle leur résilience, c'est-à-dire leur capacité à faire face à ces aléas. Par contre, elle pose un problème majeur, c'est en termes de compétences, c'est-à-dire qu'un agriculteur qui a l'habitude de faire du colza, du blé, de l'orge, à qui on va demander de faire de la lentille, du pois, de mélanger même des cultures, de faire du triticale pois, etc., va sembler d'abord démuni en termes de compétences. Quand est-ce qu'on le sème, comment on le récolte, comment on le gère, à quelle profondeur on le sème, quel est le travail du sol qu'il y a à faire, etc., etc. Toutes les questions
qu'il ne se pose quasiment plus sur les cultures qu'il a l'habitude de faire, mais ça veut dire qu'il y a un accompagnement à avoir auprès de ces agriculteurs-là. Ça peut être par des organismes techniques, ça peut être par des conseillers agricoles qui accompagnent l'agriculteur vers cette diversification, puisqu'encore une fois, se diversifier engendre vraiment de la complexité. Et donc, pour conclure, je vous ai dit, je reviendrai sur cette adéquation entre ce qui est fait par l'agriculteur et puis le milieu, où l'agriculture qui était dite conventionnelle ou industrielle, comme le disait François Léger, c'est une agriculture qui répondait à une recette de cuisine qu'on appliquait le plus largement possible et qui était assez déconnectée quand même du milieu. L'agroécologie, au contraire, elle cherche, elle, à créer une agriculture qui soit adaptée au milieu. Et ça veut dire que du coup, il n'y a pas de recette de cuisine. Il n'y a pas quelque chose que l'on peut dire, voilà, c'est de telle façon qu'il faut faire. Non, on peut présenter un certain nombre de solutions possibles. C'est ce que j'ai fait, je vous ai présenté quelques cas, mais en aucun cas, tous ces exemples sont applicables partout, bien au contraire. Donc, l'agroécologie, à mon sens, c'est être en capacité de voir quel est le potentiel du milieu et savoir ce que l'on peut faire sur le territoire que l'on a à cultiver. Et tout ça, on le fait en essayant de pérenniser les ressources locales, les ressources naturelles dont j'ai parlé précédemment, et bien aussi en limitant l'utilisation des ressources plus lointaines, que sont les ressources non renouvelables et les ressources fossiles en particulier, que l'on risque de continuer à utiliser encore longtemps. Je pense notamment au fioul pour la mécanisation, sauf si on fait le choix un jour de revenir à de la traction animale et à remettre l'animal, encore une fois, au centre de l'agrosystème. On l'a bien vu ce matin avec la première présentation, où l'animal a eu un rôle très important sur le développement de l'agriculture, puisque cet animal produisait du fumier qui permettait de fertiliser des sols, etc. etc. Je ne refais pas la présentation de ce matin. Et puis, j'aurais deux autres points. Il y en a un qui m'est venu ce matin, donc il n'est pas affiché. L'avant-dernier, c'est donc attention à ce qu'on peut appeler intensification écologique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'agriculture écologiquement intensive, qui vise, du coup, encore une fois, à intensifier un facteur de production, mais cette fois-ci plus en termes d'intrants de synthèse, mais cette fois-ci en termes de services écosystémiques dont j'ai parlé à l'instant. Et je vois un biais possible ou une dérive possible de cette intensification écologique, et je reprendrai le cas de mes carabes, ces petits arthropodes qui vont consommer à la fois des graines d'adventice et puis des œufs de limaces. Imaginez que ces populations de carabes, elles soient favorisées par les bordures de culture, des bordures de culture qui soient uniquement avec des graminées. Si on veut intensifier le service de prédation par les carabes, ça va être très simple. Il suffit en fait d'aller épandre sur les bordures de parcelles un herbicide antidicotylédone. On n'aura que des graminées en bordure de parcelles. On va favoriser ces carabes qui vont aller détruire les graines de mauvaises herbes. Mais je ne suis pas certain que ça règle complètement le problème. Je pense qu'on ne fera que de le décaler. Et puis le dernier point, c'est finalement... on est là avec des jeunes qui sont dans des lycées agricoles de France, d'Italie, de plein de pays. Et finalement, quelle recette, qu'est-ce qu'on peut vous enseigner et comment vous enseigner cette agroécologie ? Vous avez vu que rien que la définition de l'agroécologie est quelque chose de complexe. On a mis en évidence plein de problèmes de l'agriculture. On vous a apporté un certain nombre d'outils potentiellement mobilisables pour gérer ces pollutions, pour gérer ces problèmes-là, au mieux. Il n'y en a aucun qui est parfait. Mais alors du coup, quoi enseigner ? Est-ce qu'il faut enseigner tous les outils ? Moi, j'aurais une proposition à faire. C'est que finalement, je pense que l'agroécologie, elle passe surtout par l'observation. Elle ne passe pas par les recettes de cuisine, ça c'est sûr. Mais elle passe par les capacités qu'a l'agriculteur et qu'ont les étudiants, qu'ont les enseignants, qu'ont les conseillers, bref, tous ces acteurs du monde agricole. C'est vraiment cette capacité d'observation du milieu qu'ils ont à analyser, qu'ils ont à diagnostiquer, qui me semble primordiale. Et cette observation, elle passe bien sûr par des cours magistraux, elle passe bien sûr par des TD, mais aussi par du travail de terrain et par de la curiosité de chacun. Et qui dit observation, dit forcément référence. Donc, comme je le dis souvent aux élèves ingénieurs qui sont à AgroSup Dijon, ne soyez pas surpris si en première année, on vous donne des références telles que 3 unités d'azote par quintal de blé.
Ne prenez pas cela pour argent comptant, mais bien comme une référence qui vous permette de réaliser des observations pertinentes demain sur des milieux agricoles. Voilà, je vous remercie pour votre attention.